nord de la Californie, un incendie fait rage au beau milieu de la nuit. On trouve le corps calciné d'une femme dans les décombres fumants. La cause de sa mort est toutefois un mystère. Les enquêteurs font appel aux sciences de la criminalistique pour trouver des réponses. Quand ils commencent à fouiller les cendres, ils ignorent qu'ils seront bientôt entraînés sur une fausse piste. Cette affaire est un tissu de mensonges et elle recèle non pas un seul meurtre, mais bien deux. Les personnes qui révèlent leurs secrets à des meurtriers et les laissent disposer de leur argent et de leur vie deviennent, sans le savoir, les victimes d'une fausse loyauté. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. La ville de Berkeley, en Californie, est reconnue pour son importante communauté hippie et son mode de vie plutôt bohème. Nichée dans les collines de l'autre côté du Golden Gate de San Francisco, elle attire des gens de toutes origines. Les criminels peuvent s'y cacher au grand jour. C'est l'endroit idéal pour camoufler un crime. À 4 heures du matin, le 25 juin 1994, James Hutchings fut réveillé par une explosion. La maison de sa voisine, Virginia Bailey, était la proie des flammes. Il appela de toute urgence le service des incendies, mais il n'était pas inquiet outre mesure, car à sa connaissance, Bailey n'était pas chez elle. Yeah, there's a fire. My neighbor's house is on fire. Yes. 29 Do you know who lives there? Virginia Bailey? Is she at home right now? Fire department, we're on the way. Thank you. Les pompiers croyaient que la maison était inoccupée. En arrivant sur les lieux, ils virent des flammes par les fenêtres. Ils luttèrent contre l'incendie pendant plusieurs heures et finirent par le maîtriser. Les pompiers entrèrent ensuite dans la maison pour s'assurer que tout était bien éteint. Ils constatèrent que c'est la salle à manger qui avait subi le plus de dégâts. Le capitaine Wayne Inoue était alors sur les lieux. En arrivant, j'ai vu qu'il s'agissait d'une habitation à 2 étages. J'ai commencé par examiner le rez-de-chaussée, mais j'ai constaté qu'il y avait relativement peu de dégâts. C'est à l'étage que les dommages étaient les plus importants, notamment à cause de la fumée. Et dans la salle à manger, les flammes avaient tout détruit. C'est à cet endroit qu'ils firent une découverte troublante. Un cadavre face contre terre dans les débris encore fumants. Ils remarquèrent alors un détail plutôt étrange. Le corps, qui était à 2 mètres d'un foyer, se trouvait dans une pièce où il n'y avait pratiquement pas de meubles. Quand les pompiers découvrent un corps, ils doivent le signaler au bureau du coroner. Des techniciens en médecine légale arrivèrent sur les lieux. Ils remarquèrent que la victime avait été gravement brûlée à la tête et aux mains. James Hutchings fut stupéfait d'apprendre que sa voisine avait vraisemblablement péri dans les flammes. Virginia était censée être à Salt Lake City pour assister à un mariage. Et si elle était chez elle, pourquoi sa voiture n'était-elle pas garée dans l'allée? out the window, did you see anybody out there? No. Anybody running from the house? Nope, just flames. How about flames? A lot of smoke. Après cet interrogatoire, les enquêteurs se tournèrent vers la science
pour tenter de reconstituer les événements qui avaient conduit à cette tragédie. On pratiqua une autopsie de la victime au laboratoire judiciaire de la Californie à Berkeley. Même si Virginia Bailey devait être à l'extérieur de la ville, les médecins légistes prirent des radiographies qui leur permirent d'identifier la victime. Il s'agissait bien de Virginia Bailey. Elle était donc chez elle au moment de l'incendie. D'autres indices étaient intrigants. En examinant le corps de plus près, la première chose que le médecin légiste remarqua, c'est qu'il était dans un état de décomposition avancé. Cela ne corroborait pas l'hypothèse du décès lors de l'incendie. Plus louche encore était la présence d'asticots dans la cavité de la poitrine et sur les vêtements de la victime. Les asticots n'apparaissent sur un cadavre que 24 heures et au maximum 48 heures après la mort. Ces larves ne pouvaient être apparues aussi rapidement sur le corps calciné de la victime. Le médecin légiste Paul Herman du bureau du coroner examina le rapport d'autopsie et les photographies. Il y avait quelque chose de particulier à propos de ce cas, parce que le degré de décomposition était si avancé qu'on avait trouvé des asticots sur le corps et sur les vêtements de la victime. Cela indiquait qu'elle était morte bien avant l'incendie. À cause de la présence de ces larves, on fit appel à l'entomologiste Jeffrey Wells pour qu'il puisse déterminer le moment de la mort. En analysant la taille des asticots, Wells conclut que Virginia était morte au moins 3 jours avant l'incendie. En évaluant l'âge des asticots sur un corps, on obtient une assez bonne estimation du moment de la mort. Et ce, parce que les mouches ne pondent jamais leurs œufs sur une personne en vie. La victime est presque toujours morte quand cela se produit. En évaluant l'âge des asticots, je peux déterminer la période minimale de temps qui s'est écoulée depuis la mort. Wells en déduisit que Virginia Bailey était bien morte avant l'incendie. Les pires craintes des enquêteurs semblaient vouloir se concrétiser. Il s'agissait maintenant d'une affaire criminelle. Au service de police de Berkeley, on confia le dossier à l'inspecteur Al Beers. Toute l'affaire était un peu étrange, et Beers devait découvrir ce qui avait tué Virginia Bailey, ou qui l'avait tuée. Si elle était morte de cause naturelle, alors comment expliquer cet incendie? Si elle avait traversé la pièce avec à la main un combustible quelconque et qu'elle avait eu à ce moment-là une attaque cardiaque, elle serait tombée et le feu aurait pu prendre. Mais alors son corps n'aurait pas pu être dans cet état de décomposition. Beers commença par rencontrer le frère de la victime qui avait des questions à lui poser lui aussi. Les deux hommes tentèrent de reconstituer les événements qui avaient mené à la mort de Virginia. Le frère de la victime n'avait pas eu de nouvelles de Virginia depuis plusieurs semaines. Contrairement à son habitude, elle ne l'avait pas appelé lors de son anniversaire. Il n'avait eu aucune nouvelle. Virginia et son frère avaient des liens étroits et ils s'étaient vus au mariage d'un de leurs amis communs. Il ne s'expliquait pas son silence. Normalement, ils s'appelaient très souvent. Il avait laissé plusieurs messages sur son répondeur, mais elle ne l'avait pas rappelé. Le frère de Virginia déclara alors à l'inspecteur Beers que Christine Lloyd, la conseillère financière de sa sœur, était venue garder la maison de Virginia pendant son absence. Selon lui, certains meubles de sa sœur avaient disparu. L'inspecteur Beers était aux prises avec plusieurs questions sans réponse. Il entamait une enquête complexe.
Il se rendit sur la scène du crime. Dès son arrivée, les investigateurs en incendie lui montrèrent les marques laissées par le feu. Les indices ne concordaient pas. Les enquêteurs remarquèrent alors des marques près du corps, comme si l'on avait versé un liquide inflammable. Cela indiquait la présence d'un agent accélérateur. Mais l'indice le plus révélateur était le fait qu'on avait trouvé le corps à plus de 2 mètres du foyer. Si le feu avait commencé dans le foyer, il aurait dû y avoir des traces de brûlure entre la cheminée et le corps. Or, il n'y avait absolument rien autour du cadavre. Tout portait à croire qu'on était en présence d'un incendie criminel. L'inspecteur espérait que les proches de Virginia pourraient lui fournir des informations sur les causes de cette mort. Il demanda à Christine Lloyd, la conseillère financière et meilleure amie de Virginia, de le rencontrer sur les lieux de l'incendie. Elle avait effectivement gardé la maison de Virginia. Quand Christine Lloyd arriva, elle dit à l'inspecteur Beers que Virginia et elle étaient des amies très proches et qu'elle était sa conseillère en finance depuis environ 10 ans. Christine surveillait la maison de Virginia pendant le séjour de celle-ci à San Francisco, une semaine avant l'incendie. Mais elle ajouta qu'elle n'avait pas vu le corps de Virginia dans la salle à manger. Christine déclara qu'elle était retournée à la maison peu de temps après l'incendie avec une amie pour tenter de récupérer quelques meubles de Virginia. C'est alors que les deux femmes avaient vu des effets personnels dans l'appartement du sous-sol que Virginia avait l'habitude de louer. C'était étonnant, car il n'était pas loué à ce moment-là. Elle montra à Beers ce qu'elle y avait trouvé. Christine ajouta qu'elle était inquiète à l'idée que quelqu'un vive au sous-sol clandestinement. Elle dit aussi aux enquêteurs que quelque chose clochait avec le réfrigérateur. Christine Lloyd m'a montré le réfrigérateur. Elle m'a dit que la semaine précédente, il avait été nettoyé à fond et que les étagères se trouvaient encore à l'intérieur. Mais quand je l'ai vu, les étagères se trouvaient à l'extérieur du frigo et il y avait un résidu dans le bas de l'appareil, comme si quelque chose y avait été conservé. Pourtant, elle m'assurait qu'il était vide la dernière fois qu'elle l'avait vu. La chambre à coucher était dans un état épouvantable. Il y avait un matelas par terre et des bouteilles un peu partout. L'intrus avait laissé l'appartement en désordre. Le réfrigérateur contenait un résidu liquide foncé qui ressemblait à du sang. Pour en découvrir la nature, les techniciens judiciaires pratiquèrent une analyse au luminol. On trouva également dans le frigo des touffes de cheveux entremêlées et des asticots. Un expert recueillit ces cheveux ainsi qu'un échantillon du liquide rougeâtre. On envoya le tout au labo pour analyse. On découvrit rapidement que le liquide n'était pas du sang et que les cheveux ne provenaient pas de Virginia. Quand je suis entré dans cette chambre, j'étais sceptique. Elle semblait avoir été maquillée. On voulait nous faire croire qu'un intrus s'était installé là clandestinement et qu'il était monté dans la maison pour tuer Virginia. Les soupçons de Beers ne faisaient que s'accroître. Certains détails sur les lieux l'intriguaient. Par exemple, comment un intrus avait-il pu être aussi organisé dans son désordre? Il y avait des bouteilles vides un peu partout,
mais aucune capsule. Il n'y avait aucune empreinte digitale non plus sur ces bouteilles. Pour Beers, cette scène avait été fabriquée de toutes pièces. Jeffrey Wells examina les cheveux trouvés dans le frigo parmi lesquels il y avait des asticots. Ceux-ci étaient vivants. Il y a plusieurs sortes d'asticots. Ceux qui se trouvaient dans le réfrigérateur du sous-sol étaient différents de ceux qui avaient été découverts sur le corps de Virginia Bailey. En effet, ceux de l'appartement étaient attirés autant par des aliments en décomposition que par des restes humains. Tous ces détails troublaient l'inspecteur Beers. Mais ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'était le fait que Christine Lloyd avait déclaré ne pas avoir vu le corps de Virginia. Après tout, elle était morte depuis au moins 3 jours. Si le corps avait été caché dans le frigo, la déclaration de Christine n'aurait été vraisemblable. Mais les analyses ne corroboraient pas cette thèse. Et sinon, où le corps avait-il été mis? Je me suis dit que cela ne tenait pas debout. Ou elle savait que le corps était là et elle avait joué un rôle dans ce crime, ou alors quelqu'un était venu plus tard pour y laisser le corps. Mais cette dernière hypothèse était insensée. L'inspecteur Beers commençait à croire que Christine n'en savait plus que ce qu'elle disait. Peut-être pourrait-elle faire la lumière sur l'endroit où se trouvait Virginia avant que l'incendie ne se déclare. Il décida d'examiner de plus près la déposition de Christine. On avait trouvé Virginia Bailey morte dans sa maison de Berkeley, en Californie, et les circonstances entourant son décès étaient suspectes. Des asticots trouvés sur son corps démontraient qu'elle était morte depuis un certain temps quand l'incendie s'était déclaré. En outre, la déposition de son amie Christine Lloyd n'était pas vraisemblable. L'inspecteur Al Beers enquêtait maintenant vraisemblablement sur un meurtre. L'enquêteur rencontra Christine Lloyd pour lui poser d'autres questions. Christine Lloyd a déclaré qu'elle était à la maison tous les jours. Elle a même ajouté qu'elle y était seulement 14 heures avant l'incendie. Le coroner m'avait dit, quant à lui, que la victime était morte depuis au moins 2 jours. De plus, on avait trouvé son corps à un endroit où Christine Lloyd était obligatoirement passée pour nourrir les chats et prendre le courrier. Pour Beers, il semblait peu probable que Virginia soit morte de cause naturelle et que son corps soit resté là pendant quelques jours avant qu'un incendie ne se déclare. Il était temps de faire le travail sur le terrain. Beers interrogea les amis et les associés d'affaires de Virginia. Il commença par rencontrer une de ses collègues, Mary Cates, qui l'informa que Virginia ne devait pas aller à San Francisco, contrairement à ce que Christine avait déclaré. Mary dit également à l'inspecteur Beers que Virginia ne s'était pas présentée au travail ces derniers jours. Comme c'était contraire aux habitudes de Virginia, Mary l'avait appelée pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle avait laissé un message sur son répondeur, mais Virginia ne l'avait pas rappelé. Toutefois, Christine lui avait passé un coup de fil pour l'informer que Virginia était partie à l'extérieur de Berkeley. Beers s'entretint avec plusieurs amis de Virginia et ceux-ci lui dirent tous essentiellement la même chose. Après avoir laissé un message à Virginia, ils avaient reçu un appel de Christine Lloyd. Beers, qui avait constaté que plusieurs amis de Virginia s'étaient inquiétés pour elle, trouva pour le moins étrange qu'aucun d'entre eux n'ait réussi à la joindre dans les jours précédant l'incendie. Une de ses amies, Alicia Jackson, était si inquiète qu'elle s'était même rendue chez Virginia pour s'assurer qu'il ne lui était rien arrivé. Personne n'avait répondu à la porte, mais elle avait trouvé un mot qui disait que Virginia était partie à San Francisco. C'était pour le moins étrange.
Elle avait laissé une note à son tour, espérant avoir bientôt des nouvelles de son ami. Bierce était intrigué. Bien que les amis de la victime aient été tous très coopératifs, aucun d'entre eux ne mit les enquêteurs sur une piste solide. Comme Christine était la conseillère financière de Virginia, l'inspecteur Bierce décida de faire émettre un mandat lui permettant d'examiner les relevés bancaires de la victime. Il se rendit à la banque de Virginia pour y obtenir des réponses. Sa longue expérience lui avait enseigné qu'en examinant les finances d'une victime, on découvrait le plus souvent le mobile du crime. Il y avait eu plus de transactions que d'habitude dans le compte de Virginia quelques semaines avant sa mort. Elle avait émis de nombreux chèques au montant substantiel non seulement à l'ordre de Christine, mais également à celui d'une femme qui s'appelait Myrtle Lloyd. Près de 50% de l'argent de son compte avait été versé à Christine Lloyd. Il y avait aussi un document intéressant, une lettre de saisie envoyée par courrier recommandé et datée du 13 juin. Christine devait s'assurer que toutes les factures soient payées à temps. Elle n'avait jamais mentionné à la police que Virginia avait des ennuis financiers. Il était très étrange que cette femme qui avait des problèmes d'argent et qui risquait de perdre sa maison ait fait autant de chèques en juin après avoir dépensé des milliers de dollars au cours des 6 derniers mois. Au total, 4 chèques avaient été émis au nom de Christine et de Myrtle Lloyd. La date de certains d'entre eux était même postérieure à la date de sa mort. Bierce croyait avoir trouvé le mobile du crime, le détournement de fonds. Maintenant, il devait trouver l'arme du crime, quelle qu'elle fût. Bierce demanda au gérant de la banque de Virginia de lui remettre les rubans des caméras de surveillance du guichet automatique. Il examina également tous les documents bancaires qu'il put trouver. Parmi les reçus des nombreuses transactions bancaires de Virginia, il fit une découverte étonnante. Avec sa carte bancaire, on avait acheté un agent accélérateur et un tuyau d'arrosage. Compte tenu de la date de cet achat, il était vraisemblable de croire que l'agent accélérateur avait été acheté pour allumer cet incendie. Il semblait bien que Christine s'était servie du compte de Virginia. Et le fait qu'elle ait fait l'acquisition de 2 bidons d'essence à briquet d'1 litre chacun et d'un tuyau d'arrosage à peine quelques jours avant l'incendie faisait d'elle plus une suspecte qu'une amie de la victime. Bierce visionna les rubans des caméras de surveillance fournis par la banque de Virginia. Il n'eut pas de surprise. On y voyait très nettement Christine Lloyd signer des chèques émis à son nom provenant du compte de Virginia et les déposer. Le montant de ces chèques correspondait exactement à celui du paiement hypothécaire en retard. L'un d'eux était daté de 3 jours avant la mort de Virginia et pourtant, il avait été encaissé 3 jours après sa mort. Ce chèque avait été libellé au nom de Myrtle Lloyd. Bierce devait maintenant savoir si cette femme avait comploté avec Christine pour voler l'argent de Virginia. Comme elles avaient le même nom de famille, il en déduisit qu'elles étaient parentes. Bierce examina les antécédents de Myrtle Lloyd. Ce qu'il découvrit alors fut sans doute ce qui l'intrigua le plus dans cette affaire déjà fort complexe. Myrtle Lloyd était la mère de Christine, mais elle était morte. Ainsi, Christine ne faisait pas que signer des chèques tirés sur le compte de Virginia et libellés à son nom à elle, mais elle signait aussi des chèques faits à l'ordre d'une femme décédée, sa mère. Bierce rendit visite à la police d'Oakland pour leur demander des détails sur la mort de Myrtle Lloyd.
Le capitaine Ralph Lancer du service de police d'Oakland se rappelait son histoire. Il informa Beers que Myrtle avait été retrouvée morte dans sa baignoire. Son visage était couvert de contusions et elle avait des lacérations à la tête. Comme il n'y avait pas de traces évidentes de meurtre et que les policiers avaient cru la déposition de Christine, le coroner avait imputé sa mort à un accident. On n'avait pas trouvé de marque d'entrée par effraction chez elle. Rien n'avait été volé et personne ne semblait avoir fouillé la maison. On n'a rien trouvé qui nous permettait d'avoir des soupçons non plus. Le bureau du coroner a alors conclu à une mort accidentelle. Beers apprit alors que c'était Christine Lloyd qui avait retrouvé le corps de sa mère. Elle avait vu sa mère la veille. Elle était sortie faire quelques courses. Elle était ensuite revenue à la maison de sa mère avec ses achats. Selon le dossier de la police de 1991, Christine Lloyd avait déclaré être retournée chez sa mère avec son sac d'épicerie. Elle avait été surprise de voir que sa mère n'était pas là. Elle était entrée dans la salle de bain où elle avait fait la macabre découverte. L'esprit de l'inspecteur s'éclaira alors. Il sut instinctivement qu'il avait un deuxième meurtre sur les bras et il était déterminé à trouver des preuves pour étayer ses soupçons. Lors de l'enquête sur la mort de Virginia Bailey, l'inspecteur Al Beers en était venu à croire qu'il avait fait la lumière sur un autre meurtre. De plus, il était persuadé que ces deux homicides étaient imputables à une seule personne. La femme qui lui était apparue si coopérative au début de son enquête faisait maintenant partie des suspects. À ce moment de l'enquête, j'étais persuadé qu'elle avait tué la victime de Berkeley tout autant que sa mère 3 ans plus tôt. J'ai bien vu qu'elle était parvenue avec succès à maquiller ce meurtre en mort accidentelle. L'inspecteur assemblait peu à peu les pièces du puzzle, mais il lui restait à trouver beaucoup de réponses. Beers se rendit au bureau du coroner d'Oakland pour obtenir des informations. Le médecin légiste Paul Herman avait pratiqué l'autopsie du corps de Myrtle Lloyd. Quand je suis entré dans la salle de bain, je m'attendais à y trouver beaucoup d'éclaboussures de sang en raison des blessures observées à la tête de la victime. La scène ne ressemblait pas à ce à quoi il s'était attendu. Compte tenu des blessures sévères à la tête de la victime, il aurait dû y avoir du sang partout. C'est alors qu'Herman trouva un minuscule indice. Il remarqua aussi que la scène n'avait été méticuleusement nettoyée. Cette salle de bain était propre. Il n'y avait plus d'eau dans la baignoire et il y avait des débris de décomposition et sans doute du sang au fond de cette baignoire. Pourtant, il n'y avait aucune éclaboussure de sang tout autour et c'était ce que j'aurais dû pourtant voir. Myrtle Lloyd était morte des suites de 7 lacérations à la nuque. Christine avait déclaré que sa mère était sujette à des crises et qu'elle était tombée dans la baignoire. Beers voyait bien que quelque chose ne tournait pas rond. Après avoir rendu visite au service de police d'Oakland, il eut de plus en plus de soupçons à l'égard de Christine. Selon lui, la scène du décès de sa mère était trop propre, presque exactement le contraire de la scène de Berkeley. Dans les deux cas, toutefois, les lieux semblaient avoir été maquillés. Maintenant, il était convaincu de la culpabilité de Christine Lloyd. Il était prêt à procéder à son arrestation. Mais d'abord, il fallait porter des accusations. À ce stade de l'enquête, il ne disposait pas d'assez d'indices pour l'arrêter pour meurtre. Comme Christine avait signé le nom de Virginia Bailey sur des chèques, sa meilleure option était de la faire accuser de contrefaçon. Il
il fit appel au service de Verl Truman, un expert dans l'analyse de documents au sein du service d'inspection des postes américaines. Ce dernier examina l'échec. L'examen de l'écriture se fait lors d'une comparaison avec un échantillon témoin. Toute analyse graphologique repose sur le fait que chaque personne a sa propre façon d'écrire, ses propres caractéristiques graphiques qui rendent cette écriture unique. On relève les caractéristiques et les habitudes de celui qui a écrit l'échantillon. On observe la façon dont il attaque les mots et les termine, la façon avec laquelle il relie les lettres les unes aux autres et les agence ensemble. On mesure la hauteur et la proportion des lettres les unes par rapport aux autres. Truman releva plusieurs différences subtiles entre les deux échantillons. Ces caractéristiques individuelles se développent avec les années. À propos de ces caractéristiques, il est très difficile de laisser de côté nos habitudes quand on imite l'écriture de quelqu'un d'autre ou quand on tente de maquiller sa propre écriture. En général, nos habitudes finissent par transparaître. Christine n'était pas parvenue à déguiser complètement son écriture. Et la caractéristique n'était pas une lettre ou un mot, mais plutôt un symbole graphique qui lui était personnel. Quand Virginia Bailey écrivait un montant d'argent, elle dessinait une étoile à la place du symbole de dollar. Elle dessinait cette étoile en commençant et en terminant par le coin inférieur gauche. Christine Lloyd, quant à elle, s'y prenait différemment. Elle la commençait et la terminait par le coin inférieur droit. Elle n'avait pas remarqué ce détail. L'inspecteur Bierce disposait maintenant d'une preuve de contrefaçon, mais il lui manquait toujours une preuve de meurtre. Au laboratoire judiciaire, les techniciens tentèrent de récupérer la cassette du répondeur de Virginia Bailey. Les enquêteurs étaient parvenus à récupérer les messages enregistrés, même s'ils n'avaient aucune idée de leur contenu. En comparant les relevés téléphoniques aux messages vocaux, l'inspecteur Bierce put reconstituer la suite des événements qui avaient précédé et suivi le meurtre de Virginia. Les messages témoignaient de l'inquiétude grandissante des amis de Virginia disparus le 13 juin, soit 12 jours avant l'incendie. Et fait étrange, les relevés téléphoniques de Virginia indiquaient qu'il y avait eu de nombreux appels faits à partir de chez elle ce même jour. Selon les informations que j'avais obtenues lors de l'enquête, la victime était vraisemblablement morte le 13 juin. C'était la dernière fois que des gens lui avaient parlé. Or, ce jour-là, son relevé indiquait qu'elle avait appelé Christine. Les éléments commençaient à tomber en place. Bierce pensait qu'il procéderait bientôt à une arrestation. Il rendit visite à un autre voisin de Virginia, Sam Watson. Watson déclara qu'il avait aidé Christine à sortir une grande table, de même que d'autres objets de la maison de Virginia avant l'incendie. Christine les avait ensuite vendus au cours d'une vente de débarras. Pourtant, Christine avait déclaré à la police qu'elle ignorait ce qui était advenu de cette table. Tout dans les déclarations de Christine était louche. Les enquêteurs croyaient que Christine, emportée par sa cupidité, avait décidé de s'approprier les biens de son ami par tous les moyens possibles. Au début décembre 1994, l'inspecteur Al Bierce arrêta Christine Lloyd pour meurtre et la fit mettre en détention. Bierce était persuadé que Christine Lloyd avait manigancé 2 meurtres.
Mais les preuves qu'il possédait ne pouvaient que la faire inculper du meurtre de Virginia Bailey. Il croyait que son mobile était la cupidité. Il voulait voir Christine Lloyd derrière les barreaux. Cette dernière refusa de parler à la police et de se soumettre au détecteur de mensonges. Elle voulut cependant voir son avocat. Elle fut soumise à la procédure normale. Christine Lloyd maintenait qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de Virginia Bailey. Elle fut outrée et dit à Beers qu'il se trompait sur son compte quand il lui demanda ensuite de parler de sa mère. Elle ajouta qu'elle l'adorait et qu'elle ne lui aurait jamais fait de mal. Apparemment, Christine était convaincante. Au moment de son arrestation, le procureur se déclara mal à l'aise de poursuivre l'affaire. On croyait que les preuves n'étaient pas assez convaincantes pour faire condamner la suspecte. Elle fut remise en liberté sur le champ. L'inspecteur Al Beers fut déçu d'apprendre qu'elle sortait de prison. J'étais convaincu qu'elle avait détourné les fonds de sa mère pour finalement la tuer, et qu'elle avait fait de même avec notre victime avant de la tuer elle aussi. Il n'était pas question que j'abandonne pour tout l'or du monde. Persuadé que Lloyd était une meurtrière qui avait déjà fait 2 victimes, l'inspecteur Beers refusait de baisser les bras. Il devait trouver davantage d'indices. Il demanda aux experts en criminalistique de l'aider à la faire traduire en justice. L'inspecteur Al Beers de Berkeley County avait reconstitué une histoire de cupidité, de mensonge et de meurtre. Il était persuadé que Christine Lloyd avait tué sa meilleure amie ainsi que sa propre mère. Malgré une année entière à enquêter sur cette affaire après des centaines d'heures de recherche et d'analyse d'indices, il fut forcé de la faire remettre en liberté. À ce moment de l'enquête, je savais qu'elle avait tué notre victime à Berkeley et je savais aussi qu'elle avait tué sa mère 3 ans plus tôt. J'avais vu comment elle était arrivée à maquiller le crime 3 ans plus tôt pour que l'on impute le décès à un accident et non à un meurtre. Beers contacta Thomas Rogers, le procureur en chef du bureau d'Alameda County. Après avoir entendu Beers lui raconter en détail l'enquête, il fut tout aussi déterminé que lui à faire comparaître Lloyd devant les tribunaux. Je me suis engagé à intenter une action en justice. Dans notre milieu, plusieurs des cas sur lesquels on travaille sont bien plus intéressants que ceux qu'on voit à la télé. On assiste à de véritables drames humains. Ce cas piquait ma curiosité. Cette femme de 55 ans n'avait pas d'antécédents judiciaires. Pourquoi donc avait-elle tué sa meilleure amie? C'était la question qui avait intrigué les enquêteurs depuis plus d'1 an. Mais comme Beers et Rogers allaient le découvrir, toute l'affaire n'était en somme qu'une affaire d'argent. Christine Lloyd avait encaissé les chèques de retraite de sa mère. Les 2 hommes croyaient que Virginia Bailey avait demandé des explications à Christine le jour où elle avait reçu l'avis de saisie. Or, si les autorités examinaient les finances de Christine, elles découvriraient qu'elle touchait encore les chèques de Myrtle Lloyd. Malgré ces preuves indirectes, les détournements de fonds et le témoignage de l'expert en graphologie, cela ne serait pas une cause facile à remporter. On n'avait pas déterminé la cause de la mort de la victime. En outre, il n'y avait aucun témoin, ni arme du crime. L'assistant du procureur Rogers décida d'examiner la pile d'indices de l'inspecteur Beers une dernière fois. Après plusieurs semaines à examiner les divers éléments,
il n'eut plus aucun doute sur leur chance de remporter. L'affaire serait résolue grâce à un tout petit indice grouillant de vie. Les preuves les plus convaincantes étaient les indices de l'entomologiste. Sans eux, nous n'aurions jamais pu prouver ce que nous avancions. Le fait que les asticots ne se nourrissent que de chair de cadavre prouvait formellement que Virginia était morte bien avant l'incendie. Selon Rogers, cette preuve était assez convaincante pour intenter une action en justice. Et c'était la seule chose que Christine Lloyd n'était pas parvenue à justifier. Elle avait déclaré qu'elle était allée dans la maison de Virginia au moment de sa mort et dans les jours qui avaient précédé et suivi l'incendie. Cela constituerait le cœur de l'argumentation du procureur. Il démontrerait que Christine Lloyd avait tué Virginia Bailey et qu'elle avait passé les 2 semaines suivantes à élaborer un plan complexe pour dissimuler son crime. En juillet 1995, un an après l'incendie qui avait tué sa meilleure amie Virginia Bailey, Christine Lloyd fut arrêtée de nouveau. Mais cette fois-ci, elle comparaîtrait en cour. Une fois encore, Lloyd refusa de parler à l'homme qui avait juré de la mettre derrière les barreaux. Mais maintenant, Bierce et Rogers s'étaient assurés de disposer de la reconstitution complète des événements qui avaient mené au meurtre de Virginia Bailey. Peu de temps avant le procès, on a refait l'enquête et l'on est arrivé à prouver, par le biais de dépositions et de preuves indirectes, que Christine Lloyd avait tué sa mère. Ainsi, le mobile du meurtre de Virginia Bailey était d'éviter qu'on en vienne à réexaminer le cas de la mort de sa mère. Virginia Bailey ne se doutait absolument pas que sa meilleure amie, Christine Lloyd, détournait des fonds lui appartenant. Quand elle rentra chez elle l'après-midi du 13 juin 1994 et qu'elle trouva un avis de saisie de sa maison, elle fut évidemment surprise et furieuse. Saisie de panique, elle a appelé Christine pour lui dire « Tu es ma conseillère financière, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On a relevé un appel de 3 minutes et demie entre la maison de Christine et celle de Virginia. Christine sut alors qu'elle venait d'être démasquée et que l'horrible secret qu'elle cachait depuis 3 ans ne tarderait pas à refaire surface. Elle se rendit chez Virginia avec l'intention de la tuer. À l'aide d'un objet contondant, elle frappa brutalement Virginia à la tête jusqu'à ce qu'elle meure. Ce serait maintenant au tour du jury de déterminer si Christine Lloyd était une meurtrière. Al Bierce, lui, en était déjà convaincu. Et il voulait aussi que justice soit faite pour Myrtle Lloyd. Il avait découvert que Christine était l'unique bénéficiaire d'une assurance vie de $100 000. Pendant que Christine attendait en prison son procès pour le meurtre de Virginia, on poursuivit l'enquête sur cet autre homicide. On disposait d'assez d'indices pour procéder à des accusations. Emportée par la même rapacité, Christine avait battu sa mère. Elle a été jugée coupable de 2 meurtres au premier degré et d'un incendie criminel. Elle a été condamnée à 2 peines d'emprisonnement à vie. Lorsqu'ils planifient et exécutent leurs crimes et qu'ils maquillent ensuite la scène, les meurtriers pensent parfois trop. Et c'est précisément cela qui mène les enquêteurs droit vers eux. Aussi longtemps que les enquêteurs seront attentifs à recueillir les indices, ils pourront compter sur la criminalistique
pour appuyer leurs intuitions et traduire les meurtriers en justice.